Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Constellation de papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Bienvenue dans la deuxième partie de cet entretien sur la bande dessinée, en compagnie de l'auteur de Toute la beauté du monde. À vrai dire, plus qu'un entretien, il s'agit d'une plongée passionnante et passionnée au sein de chefs-d'œuvre du 9e art, portés avec sensibilité par mon invité. Le trait de David Prudhomme, je trouve qu'il est jamais démonstratif et c'est vraiment la grande classe. Ici Jérémy, libraire sans librairie, et je reçois aujourd'hui Thomas Azuelos. Bonjour Thomas. Bonjour. Re-bienvenue dans la deuxième partie de notre entretien. La semaine dernière, donc, on a un petit peu chamboulé le déroulé habituel de nos entretiens. La semaine dernière, on a parlé de tes lectures hors bande dessinée, même si on a fait une ou deux petites incursions dans le champ plus directement de la bande dessinée. Cette semaine, ce sera vraiment le cœur de notre entretien. On va parler bien évidemment de ton travail, de tes différentes bandes dessinées, et puis également de celles qui t'inspirent, de celles qui t'ont marqué, avec des choses assez variées et des choses, moi, qui me suscitent pas mal de curiosité parce que c'est pas forcément des références pour certaines d'entre elles que je connais bien ou des univers que je connais bien. Donc je serais très content que tu nous serves de guide et d'introducteur. Pour commencer, donc tu as fait paraître il y a quelques semaines maintenant, je crois, de mémoire, je dirais en janvier, ta nouvelle bande dessinée qui s'appelle donc Toute la beauté du monde aux éditions Futuropolis, qui est présentée comme un récit, qui est une fiction, mais qu'on pourrait qualifier c'est une fiction très documentée, on va dire. Donc je veux bien on l'a déjà fait un petit peu la semaine dernière, mais je veux bien que tu nous présentes donc cette histoire qui se passe à la toute fin de la guerre d'Espagne et qui, autour d'un hôtel, on va dire, qui est un hôtel, je crois, qui existe réellement, ou qui existe encore, enfin le bâtiment existe encore, se noue plusieurs histoires, plusieurs niveaux de lecture, plusieurs sujets. Donc j'aimerais bien, mais pour commencer déjà, que tu nous présentes ta bande dessinée, et avec une petite question, sauf erreur de ma part, c'est la première ou une des premières bandes dessinées où tu es à la fois scénariste et à la fois dessinateur, là où habituellement tu es plutôt sur la partie dessin. Est-ce que je me trompe ou pas? J'ai été déjà scénariste et dessinateur sur une série qui s'appelait Abigail Martini. Oui, dont on a parlé un petit peu là, que tu as évoqué la semaine dernière. Voilà. Et effectivement, c'est la première où je reviens à la tâche tout seul. Ok. Merci donc de la précision. Et bien, du coup, maintenant, voilà, je veux bien que tu nous présentes donc toute la beauté du monde, et peut-être en nous expliquant aussi le lien avec la partie peut-être un peu plus documentaire que tu avais fait pour la revue Gibraltar à propos de ces femmes, de ces transbordeuses d'orange. Peut-être le lien entre la partie documentaire et comment tout ça aboutit ensuite à une fiction. Alors, en travaillant sur toute la beauté du monde, alors comme tu l'as bien présenté, c'est toute la beauté du monde, c'est une histoire qui se passe en 1939 entre le mois de mars, c'est-à-dire la fin de la guerre d'Espagne, donc la victoire de Franco, et l'automne, à savoir le déclenchement annoncé de la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'histoire se passe pendant ces quelques mois qui sont des mois assez dramatiques où les fascismes montent partout en Europe. Ça se passe à la frontière entre la France et l'Espagne sur la côte, à savoir à Cerbère, dans une petite ville qui donc est sur la côte. C'est la dernière petite ville en France. De l'autre côté de la frontière, il y a Portbou. Et dans cette petite ville, il y a un grand hôtel qui s'appelle le Belvédère du Rayon Vert. Ça, c'est l'hôtel dans la réalité. Moi, dans mon histoire, je l'appelle le Grand Hôtel de manière un peu plus neutre. Donc, toute l'histoire se passe dans ce grand hôtel ou autour de ce grand hôtel, dans la nature au-dessus de Cerbère.
et met en scène, met en jeu plusieurs personnages qui vont se croiser, s'affronter, comme un peu comme sur une scène de théâtre, euh, parce que c'est donc un moment assez critique. C'est un moment où soit on s'enfuit, soit on se cache, soit on décide de continuer à se battre les armes à la main, même si ça signifie aller au-devant de la mort, ou alors on résiste en faisant passer des armes pour ceux qui se battent encore. Enfin, il y a il y a plusieurs choix possibles dans un moment aussi critique, et les différents personnages de mon histoire ont chacun une attitude, un positionnement différent par rapport à cette situation. Euh, pour parler des transbordeuses d'orange, donc en écrivant l'histoire de toute la beauté du monde, j'ai découvert qu'à Cerbère, il y avait une population d'ouvriers, j'utilise le masculin volontairement, qui en fait étaient des ouvrières exclusivement, une population exclusivement féminine, qui depuis les années 1880, je dirais, ou peut-être même avant, depuis 1800, je ne sais plus exactement, 1870, disons, pendant pratiquement 100 ans, vont assurer le transbordement, c'est-à-dire le transport des oranges des trains espagnols aux trains français, parce qu'il fallait que les oranges changent de train. Comme les rails n'ont pas le même écartement en Espagne et en France, les trains espagnols ne pouvaient pas continuer en Europe pour assurer le transport des oranges. Il fallait que les trains espagnols s'arrêtent à Cerbère, que les trains français ou européens viennent se garer à côté, et que ces ouvrières transportent les oranges d'un train à un autre pendant la saison des agrumes, en particulier des oranges. Et c'était exclusivement des femmes, parce que c'était les femmes ou filles des employés des chemins de fer. Comme il fallait que les patrons avaient besoin d'une population d'ouvriers qui ne travaillent que pendant une période précise de l'année et qui soient corvéables à merci, et qu'on puisse débaucher aussi du jour au lendemain. En fait, il s'agissait donc des femmes qui étaient déjà sur place, des femmes des employés des chemins de fer. Et j'ai raconté, ces transbordeuses d'orange ont fait une grande grève en 1906, où elles se sont couchées sur les rails pour empêcher les trains d'avancer. Donc elles ont fait preuve d'un très grand courage. Là, on parle d'une époque où les femmes n'avaient même pas le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari, encore moins de se syndiquer. Donc ces femmes ont fait partie des toutes premières à se mettre en grève et à se bagarrer vraiment au sens propre du terme pour avoir quelques maigres droits en plus. Et j'ai raconté cette grève dans une revue qui s'appelle La Déferlante, qui est une revue féministe, une revue de lutte féminine. Et donc, c'est en une 15-16 pages, j'ai raconté la grève de ces transbordeuses qui a eu lieu donc au même endroit que mon récit Toute la beauté du monde, mais 30 ans avant. Et là, j'ai vraiment fait un documentaire, on va dire au sens strict, sur la grève de ces femmes. Et c'est en travaillant, en préparant ma fiction, en préparant Toute la beauté du monde, que j'ai découvert, oui, en me documentant, en faisant des recherches sur l'endroit et sur les différents protagonistes qui avaient pu passer par Cerbère, comme par exemple aussi les républicains de la Retirada, que j'ai découvert l'histoire de cette grève, et que du coup je l'ai raconté pour la revue La Déferlante. Alors, je sais pas je sais pas quels enseignements il faut tirer de ça. Et j'ai dit il y a 5 minutes, 10 minutes, pardon, que tu avais fait ce reportage pour la revue Gibraltar. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est effectivement La Déferlante. Après, la revue Gibraltar fait du reportage aussi visuel, graphique, en bande dessinée, et se consacre beaucoup au monde méditerranéen, enfin, se consacre au monde méditerranéen avec un vrai focus sur l'Espagne. Oui. Je ne sais pas pourquoi, je vous ai mélangé tous les deux, donc c'est pour La Déferlante, pardon, que tu avais fait ce travail parallèle, on va dire.
Et, euh, et c'est vrai que dans toute la beauté du monde, donc tu nous l'as dit, ça part de cette histoire-là, mais tu y as greffé d'autres histoires, puisqu'on y retrouve un personnage fortement inspiré de Walter Benjamin. On retrouve les soldats, enfin la fin de la retirada, puis les anarchistes qui continuent à évoluer dans la région et qui espèrent encore une poursuite de la guerre. Il y a aussi beaucoup de réflexions et de clins d'œil à l'art, la peinture, on y retrouve ça sur la cuisine. Oui. C'est à la fois un livre que moi j'ai trouvé extrêmement riche, très, très tendu parce qu'il y a je trouve une dramaturgie et une dramaturgie qui monte petit à petit et une scène finale, là où tu parles des questionnements sur comment la vie, la mort, comment continuer ou pas le combat, enfin vraiment une tension qui monte petit à petit et qui explose vraiment à la fin, que j'ai trouvé pour le coup très, très brillant et très réussi dans ce déroulé-là. Les différents sujets qui sont venus petit à petit là-dedans, est-ce que tu les avais tous en tête au début ou c'est pareil par un travail soit de documentation, soit l'inspiration qui vient petit à petit de mêler ces univers-là à ce moment-là? Alors j'avais un cadre. Le cadre, c'est l'hôtel. Et, et en fait, c'était déjà beaucoup parce que ce qui était le plus difficile à trouver dans l'histoire, c'était pas. L'histoire est venue relativement facilement. Je dis ça, mais enfin, j'ai quand même mis au moins 7 ans à l'écrire, donc c'est pas si facile que ça. Mais disons que le plus délicat, c'était pas tellement les péripéties. Euh, le plus délicat, c'était le ton de l'histoire. Comment trouver le ton justement au croisement. On en parlait déjà au croisement entre des éléments documentaires, des éléments, je vais pas dire fantastiques, parce que là, il s'agit vraiment pas de fantastique, mais de l'ordre du conte ou de l'ordre de la Mmh. fable. Et en fait, l'hôtel était vraiment un cadre extraordinaire pour ça, parce que ce grand hôtel donc, qui existe, euh, non seulement existait, mais existe toujours, et dans lequel on peut se rendre aujourd'hui, on peut y dormir. C'est redevenu un hôtel depuis les années 80-90. Il a été repris par un descendant de la famille du patron d'origine. Et en fait, cet hôtel, il est à la fois historiquement vrai et il porte les stigmates de l'histoire, c'est-à-dire qu'il est en partie délabré. On voit que sa vie s'est interrompue en 1936 au moment de la guerre d'Espagne. On voit que sa vie, on voit pas forcément qu'elle a été brève. Elle a été vraiment extrêmement brève. Sa vie de gloire a duré 4 ans entre 1932 et 1936. Il a ouvert en 32, il a fermé en 36. Mais après, il a réouvert ensuite, mais on sent qu'il s'est passé quelque chose parce qu'il il est à la fois décrépit, un peu délabré, euh, il est désuet, donc on sent que l'histoire a fait son œuvre et en même temps, il est extrêmement fictionnel ou romanesque. On peut utiliser le mot qu'on veut. En tout cas, il est très inspirant et il ressemble véritablement à une sorte de scène de théâtre, d'autant que la plupart des fois où j'ai pu y aller, il était pratiquement vide et j'ai le sentiment qu'il est quand même en général assez peu fréquenté, même si il est ouvert. Donc on dirait une sorte de théâtre vide qui aurait reçu les obus de l'histoire, mais qui en même temps continue à raconter sa fable. Et donc ça, c'était vraiment un cadre idéal pour raconter mon histoire. Parce que ensuite j'ai tiré le fil des transbordeuses, donc ça m'a donné le personnage de Montserrat, qui est une jeune femme courageuse qui veut faire passer des armes, ce peintre qui est amoureux, qui en même temps est alcoolique, qui est enfermé, qui veut échapper au grand carnage qui est en train de se dérouler à l'extérieur, qui en même temps est enfermé dans une chose assez morbide.
ce cuisinier issu de la retirada qui est à moitié mourant et puis qui se met ensuite à aider les autres. Enfin, voilà. Après, j'ai tiré les fils des personnages, j'ai un peu écrit les partitions des différents personnages, j'allais dire des différents instruments, oui, des différents personnages. Et puis, d'ailleurs, ce que tu peux avoir dans Pierre, on parlait de Pierre et le Loup la dernière fois, Mhm. il y a un petit peu ça. C'est comme si chaque personnage était un instrument et qu'il fallait trouver un équilibre entre ces différentes partitions-là qui se répondent, qui s'affrontent, qui se croisent. Euh, et, euh, et donc après, c'était un jeu c'était vraiment un jeu de machinerie, là, qui était compliqué parce que je voulais à la fois que le scénario soit très écrit, c'est-à-dire je voulais vraiment que ça fonctionne, il n'y ait pas des passages. Je voulais que ce soit rythmé, je voulais que ce soit lisible, que ce soit fluide. Et en même temps, je voulais surtout pas que le scénario prenne trop le pas sur les personnages. Alors ça, c'est une idée qui est un peu absurde et qui est assez vaine, parce que le scénario prend toujours le pas sur les personnages. Évidemment, le scénario, c'est la grande trame. Donc, on peut pas échapper, un personnage ne peut pas échapper au scénario. Mais en tout cas, je veux que à la lecture, on n'ait pas le sentiment, le lecteur n'ait pas le sentiment que les personnages sont prisonniers d'une tragédie. Et je voulais surtout pas que le scénario soit donc une espèce de grande machinerie, comme une tragédie grecque, où quoi qu'il fasse, les personnages sont destinés à 3 points de suspension. Je voulais quand même qu'il y ait une forme de libre arbitre, si on veut, si on peut parler de libre arbitre pour un personnage de fiction, de roman ou de bande dessinée. Mais en tout cas, je voulais que la question du choix reste entière, que les personnages ils soient quand même ils soient confrontés à cette question du choix, de ce qu'ils font de leur vie, comment ils réagissent à la catastrophe, puisque c'est ça dont il est question, cette espèce de grande catastrophe qui est en train de se mondialiser, et chacun avec une sorte de mot de passe un peu avec une sorte de clé d'accès. Il y a toute la beauté du monde qui revient à un moment comme une espèce de formule, un peu comme une espèce de formule magique. Chacun a un peu sa formule, et chacun fait ses choix. Et ça, c'était très important que dans l'équilibre global, les personnages soient non seulement incarnés, mais qu'en plus, les personnages aient une vraie part de vie à l'intérieur de cette machinerie. Et sur les personnages, c'est quelque chose qu'on entend souvent de la part des créateurs de personnages, on va dire, que ce soit mes littératures ou bande dessinée, hein, mais de dire le personnage ou mon ou mes personnages, c'est eux qui ont choisi, c'est-à-dire qu'au moins ils m'ont échappé et je savais pas que au fur et à mesure de l'histoire, les choses allaient se dérouler comme ceci parce que c'est presque le personnage que j'avais créé qui m'a imposé de le faire avancer de cette façon. Bon, toi, il y a évidemment un cadre historique qui borde un petit peu tout ça, mais est-ce qu'il y a aussi quelque chose dans ta volonté tu l'as dit, de bien définir tes personnages et qu'ils aient des choix et de montrer comment on évolue face à ces choix? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'est joué pour toi, des surprises, ou est-ce que tu savais quand même la direction générale que tu voulais un peu donner à chacun d'entre eux parce qu'ils étaient clairement définis dans ta tête dès le départ? Alors, il y a des personnages qui sont extrêmement définis, qui sont des sortes d'archétypes, qui sont pas des personnages intéressants en tant que vraiment en tant que personnage pouvant évoluer, se transformer. Il y a quelques personnages archétypaux comme ça dans l'histoire, mais tous les autres sont des personnages que je voulais. euh, pour moi, la question de l'évolution, de la transformation est une chose très importante dans une histoire. Une histoire, c'est forcément un moment fort dans la vie d'un ou de plusieurs personnages, et c'est des moments de transformation. C'était très vrai dans une bande dessinée que j'ai faite avant, qui est sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, Mmh. où là, c'était clairement on peut dire que c'était même le propos
du livre, puisqu'il s'agissait de raconter en quoi la ZAD de Notre-Dame-des-Landes transformait les protagonistes, influait sur leur devenir. Et j'ai vraiment gardé. Je pense qu'il y avait toujours ça. J'avais toujours ce besoin-là, mais là, c'est depuis la BD sur la ZAD, c'est vraiment devenu très clair pour moi. Il faut que. Alors, je préfère parler de transformation plutôt que d'initiation, de romans initiatiques, de choses comme ça, qui sont peut-être des choses un peu plus galvaudées aujourd'hui, mais en tout cas, en quoi les événements que vit un personnage le transforment. Donc, être surpris, oui, bien sûr, c'est très important d'être surpris et d'être surpris par le devenir de ces personnages. Il y a des vraies transformations de personnages, en partie des personnages principaux de Montserrat, du peintre, du cuisinier, et, euh, et même des retournements dans la perception des personnages, des choses qui peuvent paraître sordides chez un personnage à un moment peuvent être éclairés sous un jour nouveau et il peut apparaître totalement différent. Ça, oui, ça c'est très important. Que le personnage ait une profondeur et effectivement comme s'il avait une sorte de marge de manœuvre et que c'est lui qui guide le récit, même si bien sûr, il faut quand même orchestrer, surtout quand on a plusieurs personnages comme ça, il faut orchestrer l'ensemble pour que un exemple tout simple, en écrivant le scénario, au départ, Altaïo, le catalan qui est issu de la Retirada, au départ, c'était un astrophysicien, donc c'était un intellectuel très introverti, très réflexif. Et puis, c'est Claude Gendreau, l'éditeur, qui m'a dit, mais il y a déjà un intellectuel dans ton histoire, il y a déjà un philosophe. Pourquoi est-ce que ce serait pas plutôt un terrien, un bon vivant et il m'a proposé des pistes comme ça, et d'un coup, je sais plus si c'est lui qui a trouvé l'idée du cuisinier ou moi, peu importe, en tout cas, c'est vraiment venu de lui, cette idée d'apporter une couleur différente à l'intérieur de cette galerie personnage. Et en fait, dès que Altaïo est devenu cuisinier, ça a bousculé l'ensemble des personnages. Ça a fait changer toute la palette de personnages et ça a fait changer l'ordre des scènes, etc. Parce que d'un seul coup, toutes les choses prenaient une couleur, vraiment prenaient une couleur différente. Et il fallait à nouveau orchestrer les choses différemment. Voilà, je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question. Si, si, non, non seulement tu réponds à ma question, mais en plus, c'est réellement c'est passionnant. Et c'est vrai que en tant que lecteur, on ne se rend pas forcément compte, comme on ne voit que le produit fini, entre guillemets, on ne se rend pas forcément compte des équilibres, parce qu'il me semble que c'est ça dont tu parles, hein, ces équilibres qui peuvent être modifiés par un changement dans le caractère ou les caractéristiques d'un personnage et l'influence que ça aura sur tout le reste de la structure. Euh, on va parler un petit peu des BD des autres BD qui t'accompagnent avec peut-être des liens ou pas, c'est toi qui nous diras avec ce que tu nous dis là sur ton travail. Moi là, ça me faisait quand même penser à, enfin ça me faisait penser, la BD d'Anthony Pastor, que tu as mis dans la liste, s'appelle Las Rosas. Moi, c'est un souvenir de lecture qui est pas récent, donc j'ai peur de dire un peu n'importe quoi, donc je vais te laisser nous le présenter et peut-être faire un lien, mais il me semble qu'il y a quelque chose aussi qui se joue là-dedans, d'abord avec des personnages de femmes assez forts là aussi, et puis ça se passe tout autour d'un lieu unique, ça se passe aux États-Unis, il me semble, quelque chose comme ça. Du coup, je veux bien que tu nous le présentes et que tu me dises effectivement en quoi ce travail t'a tant marqué. Oui, alors je serais pas capable de raconter l'histoire en détail parce que pour moi aussi c'est une lecture un peu ancienne, mais par contre effectivement il y a une unité de lieu, il y a un lieu très fort et c'est basé sur il y a une communauté de personnages et des interactions entre des personnages. Donc effectivement de ce point de vue-là il y a réellement un lien avec le dernier bouquin que je viens de faire et j'aime beaucoup ce que fait Anthony dans celui-là ou dans d'autres, parce qu'on retrouve ça aussi dans certaines autres BD, comme par exemple dans Castilla Drive et Bonbon Atomique.
C'est vraiment une unité de lieu et une communauté de personnages où on sent qu'il pousse enfin, il tire tous les fils possibles, les fils de confrontation, d'alliance, etc., entre les personnages. Euh, bon, voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais, moi, en quoi ça fait partie de mes nourritures personnelles? Disons que ce que j'aime beaucoup dans les narrations, dans les narrations d'Anthony Pastor, c'est un vrai grand souci de la dramaturgie. Euh, Dramaturgie au sens fort, c'est-à-dire qu'il y a dramaturgie et il y a aussi dramatique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment souvent un aspect extrêmement dramatique et où des fois il y va quoi. J'aime beaucoup cette manière comment le dire sans que ça paraisse, cette manière d'y croire quoi. C'est-à-dire que vraiment il y a un il était une fois qui est très fort et on sent que ces personnages l'habitent, le hantent, et que il va les amener jusqu'à une sorte de quintessence où les personnages vont brûler devant nous, se révéler devant nous dans des scènes absolument très avec des grandes découvertes très fortes, avec des grands sentiments très forts. Et voilà, enfin, j'aime bien cette manière d'être assez à la fois classique d'un certain point de vue narratif. Euh, Sa dernière BD, par exemple, est un western. Il hésite pas à aborder des genres assez classiques. Le Sentier des Reines était peut-être un peu plus original en termes d'univers et tout ça, mais peu importe en tout cas le cadre, à l'intérieur de ça, les personnages sont très bien écrits, très charpentés, voilà, avec un gros travail de texte, de dialogue, de voix off et de dramaturgie. Et, et j'aimerais bien que tu nous dises maintenant quelques mots sur. Alors, à part dire qu'on a parlé deux, trois fois de musique, mais ça serait un petit peu trop tiré par les cheveux. Un très bel album qui s'appelle Rebetiko de Prud'homme. Alors, le prénom m'échappe. Mais David. David, merci. Et donc là, tu vois, tu parlais de dramaturgie. Pareil, moi, c'est un souvenir de lecture assez ancien. Je sais plus exactement quelle est l'histoire dans l'album, mais pour moi, c'est plus un moment, une espèce de là aussi d'embrasement, un moment dans une vie autour de cette musique, en Grèce. Mais, est-ce que toi, tu peux nous dire à quoi ça correspond pour toi, cet album qui est visuellement aussi très, très beau dans mon souvenir? Oui, alors le Rebetiko, c'est vraiment un album qui m'a beaucoup marqué par son atmosphère. J'aime beaucoup le rapport de David Prudhomme avec le dessin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une évocation d'un groupe de personnages. Là, on suit un groupe de personnages, donc les musiciens rébètes, et c'est assez flottant, même en termes de dramaturgie. Il n'y a pas non plus des événements. Mmh. Les événements ne sont pas les choses les plus importantes. Le plus important, c'est d'accompagner cette barque dans laquelle sont errent tous ces personnages et avec tout ça servi par un dessin qui n'a aucun automatisme. Je pense que David est vraiment très fort parce que il est capable de laisser courir son trait. En tout cas, c'est l'impression qu'on ressent quand on est lecteur. Je dis pas du tout que c'est comme ça qu'il dessine, mais ça, peu importe. À la limite, ça fait partie de sa cuisine. En tout cas, de laisser courir le sentiment qu'on a en tant que lecteur, c'est que il laisse courir sa plume et son pinceau avec une faculté à la fois d'être précis
voire parfois assez réaliste, et d'être beaucoup plus expressionniste, d'être beaucoup plus abstrait au niveau du trait, et ça sans répétition, sans il a pas un savoir-faire pesant qui le bloque comme je peux trouver ce que je peux trouver chez d'autres dessinateurs très très forts au niveau graphique, mais dont je trouve que le trait peut être un petit peu, comment dire, enfermant ou un peu démonstratif Mmh. par trop de prouesse. Le trait de David Prudhomme, je trouve qu'il est jamais démonstratif, et c'est vraiment vraiment la grande classe. Mais par contre, c'est fait avec une très grande simplicité, voire même une modestie dans sa main, dans ses outils, dans des outils très sobres et très simples. Euh, et, et, et ça, cette liberté-là, qui fait que, euh, qui fait que, par exemple, un endroit du dessin peut être à peine ébauché si la narration le demande, si la narration n'a pas besoin que cet endroit-là du dessin soit précis, voire réaliste, plein de détails, etc. Ça peut vraiment être un cracrabouillage, pour le dire évidemment vite et en rigolant, mais on sent qu'il n'a pas du tout de notions du bienfait, du beau, du classieux, du machin. C'est vraiment un truc, il est bien au-delà de ça. Et ça, je trouve que c'est une très belle leçon de dessinateur. Ouais, quelque chose qui pourrait, pour le lecteur ou la lectrice, ressembler à de la, je sais pas moi, je le dirais un peu comme ça, mais à de la spontanéité. Alors quelle est la part de travail derrière? C'est ce que tu disais, on ne sait pas et est-ce que c'est réellement intéressant? Mais il y a quelque chose de la fluidité dans le dessin et dans tout ça qui, par ailleurs, s'accorde aussi bien, je trouve, avec un livre sur la musique, entre guillemets, en tout cas sur une bande de musiciens. Et il y a Oui, quelque et chose de puis, l'ordre de la spontanéité, du naturel, de l'improvisation qui embarque. Tu vois, tu parlais de barque et moi j'allais dire quelque chose qui embarque le lecteur. Il y a un tourbillon dans lequel on part et c'est formidable pour ça. oui, et puis à la fin, il y a véritablement une barque, les personnages sont sur une barque, et moi, plus que de la spontanéité, je dirais de liberté. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, c'est un dessin qui libère. Et qui libère, là je ne parle pas forcément en tant que dessinateur. Moi, en tant que lecteur, quand je regarde des images comme ça m'apporte de la liberté. Et ensuite, moi, en tant qu'auteur, j'essaye de vivre ça au moment du dessin, et j'essaye de faire passer ça dans le dessin, une forme de liberté ou peut-être de spontanéité. Je ne sais pas exactement la nuance entre les deux, mais effectivement, là, dans Rebetiko, le mariage est parfait avec le propos, effectivement, d'improvisation, et effectivement de personnages qui, à un moment donné, sont capables de tout envoyer bouler, et de faire tomber les tables quand ils se mettent à jouer de la musique. Oui, d'être pris une forme de farandole créative Oui. qui emporte tout, mais c'est vrai que il y a je trouve, je le dirais comme ça, il y a quand même une expérience de lecture où tout, le fond, la forme, le sujet, tout est vraiment imbriqué et fonctionne parfaitement. Je voulais te proposer parce que là, j'ai imaginé que, tu m'indiques, le garage hermétique de Cornelius comme, De Gilles Cornelius, ouais oui, Cornelius, et ouais. Mm. et un album qui s'appelle Sudor Sudaka de Muñoz et Oui, Sampaio. Ça, j'ai oui. supposé que c'était des lectures un peu plus anciennes, parce qu'en tout cas, ce sont des livres qui, je crois, sont plus anciens. Est-ce que Mm. tu peux nous parler peut-être d'un des 2 et de la place qu'ils ont pu jouer dans ton parcours de lecteur? Peut-être une découverte, stylistique ou de la bande dessinée, quelque chose dans ce goût-là? Moebius, c'est mon apprentissage du dessin a été fait en copiant des pages des dessins de Moebius. C'est vraiment le grand maître de dessin. C'est la grande base classique. Pour moi, c'était Moebius. Et avec le garage hermétique, c'est vraiment, c'est le,
c'est un album très particulier, je pense, pour beaucoup, alors de lecteurs, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que pour beaucoup d'autrices et d'auteurs de BD, je pense que ça reste comme une sorte de pierre blanche parce que c'est l'album improvisé. C'est un album il a improvisé épisode par épisode qu'il a envoyé à Métal Hurlant. Des fois, c'est des épisodes qui pouvaient être dessinés il pouvait mettre un mois pour le dessiner. Des fois, il les dessinait dans la nuit qui précédait son envoi. Des épisodes de longueur variable, de style assez différent, même si on reste quand même dans un registre de ligne claire de Moebius, mais avec quand même des niveaux, des registres de dessin assez différents, et surtout avec cette espèce de jeu extraordinaire pour démonter toute narration qui s'imposerait à lui. En tout cas, c'est comme ça que Moebius le raconte. Dès qu'une narration apparaissait, il s'amusait à la détruire, c'est-à-dire à partir dans une autre direction. Donc, ça donne un espèce d'objet assez incroyable, où là, pour le coup, on est vraiment estomaqué par le niveau de dessin. Euh, c'est un jeu virtuose. Donc, c'est à la fois merveilleux et en même temps impossible à reproduire, bien évidemment. Euh, et j'ai un rapport avec Moebius qui est assez étrange parce que c'est comme les grands auteurs. On pourrait dire Frank Herbert avec Dune, on pourrait dire Tolkien avec avec le Silmarillion et les Hobbits, etc. C'est vraiment des auteurs capables, des auteurs ou dessinateurs capables d'inventer un univers qui fonctionne jusque dans le moindre détail, et on a l'impression que la case est une fenêtre, qu'on rentre à l'intérieur et qu'on peut se promener à l'intérieur à l'infini. Euh, donc il y a à la fois quelque chose d'absolument fascinant et avec les années quelque chose qui, moi en tant qu'auteur, a commencé à m'angoisser un petit peu. C'est peut-être des mots un peu durs de le dire comme ça, mais où en tout cas j'avais l'impression que bah déjà on ne pouvait pas refaire ce que Moebius avait fait. Donc voilà, merci, mais merci, mais au revoir. Mais et que cette quête de Moebius dans le garage hermétique de Jerry Cornelius, à savoir déconstruire toute construction, déconstruire toute narration. En plus, Moebius a travaillé avec Jodorowsky, donc sur les histoires d'inconscient, sur les histoires de symbolique, sur l'écriture sous marijuana. Donc toute cette volonté de vouloir détourner, contourner les pistes établies, au bout d'un moment ça peut devenir assez angoissant parce que justement cette liberté, elle est où? On peut essayer toujours une nouvelle porte et puis une nouvelle porte et puis une nouvelle porte, mais au bout d'un certain nombre d'années, j'avais l'impression que c'était quand même toujours, il fallait trouver une nouvelle porte, mais les portes étaient toujours là. Alors que le jour où j'ai découvert Munoz et Sampaio, et en particulier, alors évidemment le Bar Radio, évidemment Billy Holiday, les grands albums de Munoz et Sampaio, mais Sudor Sudaka, là c'est vraiment l'explosion totale. C'est vraiment c'est la BD qui détruit la bande dessinée, quoi. Il y a des textes off, le scénariste écrit ses notes au milieu des cases, enfin c'est vraiment, et avec un dessin qui pour le coup, n'a pas peur de l'accident, n'a pas peur d'être laid. S'il n'y avait pas eu des auteurs comme Munoz au dessin, par exemple, il n'y aurait pas la liberté d'un David Prudhomme, par exemple, aujourd'hui. C'est vraiment des dessinateurs qui n'ont pas eu peur de détruire les codes graphiques et les codes de la bienséance, j'allais dire. Alors que Moebius restera toujours dans les codes de la bienséance, en tout cas au niveau du dessin.
ce qui n'enlève rien à son immense qualité, mais ce qui fait qu'en tout cas, dans mon évolution à moi, à un moment donné, ça a posé ses limites, quoi. Et c'est, entre autres, Munoz et Sampaio qui m'ont aidé à sortir de ça. Ouais, pour peut-être s'autoriser, Exactement. s'autoriser une inventivité ou des choses, bah, écoute, Oui, c'est, moi qui n'y connais pas grand-chose, je suis lecteur de bande dessinée, mais les questions, de dessin à part, le côté visuel, j'y connais pas grand-chose. Je suis vraiment, ravi et passionné par ce balayage-là que tu nous as fait. Merci beaucoup. Je te propose un dernier petit tour parce que ça me semblait intéressant d'aborder aussi ça sous cet angle-là, d'une tradition, la tradition du manga qui du coup est une autre tradition de la bande dessinée, mais dont on parle beaucoup en ce moment, mais sûrement plus pour les, comment dire? Les séries, à épisodes, mainstream, ouais. plus que pour les gros albums, voilà, enfin, Oui, et oui, donc tu m'as indiqué, Gogo Monster, oui. et si tu peux, voilà, bah, pareil, nous le présenter, en quelques mots et nous parler de cette tradition-là. Alors Matsumoto, j'ai parlé de Gogo Monster, mais bien sûr, j'aurais pu parler de Amer Béton, que certainement plus de gens connaissent, Mmh. ou de la série Sunny, ou Ping Pong, ou Samurai Bamboo. Enfin, bref, il y a pas mal de choses qui sont formidables de Matsumoto. Le, dans Gogo Monster, ce qu'on peut retrouver aussi dans Sunny, d'ailleurs, c'est vraiment une très grande, une grande mélancolie de l'enfance. Et Matsumoto est très fort pour ça, et en même temps très, je sais pas comment dire, mais on sent qu'il y a des choses à l'œuvre au fond qui sont des choses qui sont liées à l'enfance, voire même à la petite enfance, qui sont des choses assez inquiètes, euh, que ce soit dans Amer Béton ou dans Ping Pong, il y a souvent ce personnage, même dans Sunny, mais il y a souvent ce personnage qui a priori n'est pas le personnage principal, qui est le personnage plus enfantin, plus perdu, plus insécurisé par l'abandon du monde des adultes. Donc il y a vraiment la question d'être orphelin d'un monde des adultes, abandonné par le monde des adultes, c'est très très fort chez Matsumoto. Et, voilà, et ça a marié avec un trait très beau qui d'ailleurs a été très influencé par Moebius, en particulier dans sa série Number 5, mais pas que, dans Amer Béton aussi. Il y a régulièrement dans ce qui fait des hommages à Moebius. Euh, voilà, non, mais pour moi, c'était une manière quand je te citais Matsumoto, c'était une manière et de renvoyer au manga en général, parce que le manga, c'est quelque chose qui, évidemment, a été une très grande vague qui a nourri les autrices et les auteurs ces dernières années, qui nous a apporté beaucoup de choses en termes de longueur de récit, enfin, donc vraiment de pagination, de rythme de récit, de peut-être d'importance des personnages aussi, qui nous a fait sortir quand même aussi du franco-belge, qui pour moi pouvait être un peu pesant. J'en parlais par rapport à Moebius, par exemple, et avec une relation au style graphique. Par exemple, dans les mangas n'hésitent pas, les mangas ou les animés japonais n'hésitent pas à marier ensemble différents registres graphiques, des registres réalistes, mais des registres aussi beaucoup plus cartoon, pour le dire vite, Mmh. loufoque, grotesque, quelque chose d'aussi de très sérieux, de très lyrique, de très des grandes sagas, avec en même temps des choses très très primitives ou très voilà, très grotesques. Enfin, voilà. Et Matsumoto est vraiment un bon exemple de ce qu'on a pu, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a pu avoir de mieux pour moi en tant que dans les mangas adultes, quoi, en France. Après, avec évidemment Otomo pour Akira, etc. Oui, qui sont là des références aussi, classiques. Oui, Eh bien écoute, merci beaucoup, c'était vraiment une grande traversée.
une grande traversée. On sent chez toi, tout l'amour pour l'art de la bande dessinée, singulièrement pour le dessin, mais aussi pour le reste et toutes les réflexions qui sous-tendent ton travail. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir, ouvert ta bibliothèque mentale, si je peux le dire comme ça. Hem et beh, merci beaucoup. Voilà, je rappelle donc ta dernière bande dessinée, Toute la beauté du monde aux éditions Futuropolis que je recommande chaudement et puis, comme on n'a pas pu parler de tous les livres et qu'on a abordé pas mal de choses, je vous rappelle qu'on pourra retrouver tous les titres, sur la page de ce deuxième entretien qui récapitulera à la fois les livres abordés lors du premier et à la fois lors du deuxième épisode. Merci beaucoup Thomas, Eh ben, merci, Jérémy. à bientôt. Merci, au revoir. On a été un peu emporté par l'échange et le temps qui passe un peu vite. Du coup, j'ai oublié de demander à Thomas Azuelos la citation pour clore l'entretien. Donc, mea culpa, tout est de ma faute. C'est donc moi qui vais lire sa citation pour lui, qui m'a envoyé. C'est tiré de Sucre de pastèque de Richard Brotigan. À Sucre de pastèque, les gestes étaient faits et refaits comme ma vie est faite de sucre de pastèque. Je vais vous en parler parce que je suis ici et que vous êtes loin. C'était le 16e épisode de Constellation de papier. Un épisode enregistré à distance entre Marseille et Marseille, le 9 mai, et monté et mixé le 22. Il y a 22 ans et une poignée de jours paraissait en édition de poche chez Folio, un des grands titres du catalogue de chez POL, L'adversaire d'Emmanuel Carrère. Je l'ai lu d'une traite il y a bientôt 10 ans, mettant ainsi à profit comme rarement ces heures creuses qui font, elles aussi, le sel du métier. Que les clients qui ont déserté la librairie ce jour-là reçoivent donc toute ma gratitude. Et pour aujourd'hui, c'est vous que je remercie encore pour vos écoutes de plus en plus nombreuses et votre soutien. À bientôt!